Le condensé de l'information au Gabon, en Afrique et dans le monde, c'est maintenant, mais avant les titres. Deux titres dans ce journal, Ghana-Côte d'Ivoire. Le Ghana obtient gain de cause face à la Côte d'Ivoire. Les deux voisins ouest-africains se disputaient une zone maritime riche en pétrole. En France, sortie spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon pour dire non, selon lui, au coup d'État social d'Emmanuel Macron. Bonsoir et bienvenue à ceux qui embarquent sur cette grande édition d'information. Pour commencer, toujours d'actualité au Gabon, le Premier ministre a reçu ce vendredi une délégation de Citigroup allée présenter à Emmanuel Issou-Zengondé leur volonté de participer à la relance de l'économie gabonaise. Bertline Bengon, Olivier Antonio. Renforcer le partenariat public-privé et soutenir le gouvernement dans son programme de relance économique. C'est le double intérêt de l'audience que le Premier ministre Emmanuel Issou-Zengondé a accordé aux partenaires privés de Citigroup. Introduit au cabinet du chef du gouvernement par la ministre déléguée à l'économie Edwige Beta-Essoukou. Quel peut être l'apport de Citigroup dans l'ambitieux programme gouvernemental de relance de l'économie? We have a couple of objectives. One is we're celebrating our 40th Une year rencontre extrêmement productive avec le Premier ministre, ce qui constitue d'ailleurs le deuxième objectif de notre visite, de discuter avec le Premier ministre et également avec le ministre de l'économie du futur du Gabon, de notre collaboration commune. Citigroup s'engage à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre et la réussite de son programme. Citigroup se satisfait aussi de la volonté affichée par le gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires, tout comme il se félicite des 40 années de partenariat avec le gouvernement dont l'anniversaire sera célébré dans un avenir proche. Une note politique dans la suite de ce journal. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Raymond Nsima, s'est présenté au public ce samedi à Libreville à la faveur d'un point de presse. Le conférencier a appelé l'ensemble de la classe politique au dialogue avant justement d'annoncer la construction d'une nouvelle formation politique. Uriel Baga, Alexandre Nkogué. Mise en cause de l'ensemble des acteurs politiques gabonais face à la crise, examen de la situation politique et socio-économique du pays, énoncé de propositions afin de mieux aborder le futur. C'est ce à quoi Raymond Nsima s'est attelé ce samedi à Libreville. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 martèle qu'un dialogue de plus ne serait pas de trop. La proclamation des résultats de l'élection où nous avions tellement fait de fautes. Cette proclamation a fait de la négociation politique, une fois que les procédures judiciaires ont été épuisées, non seulement le seul recours possible pour un retour à un fonctionnement apaisé du pays, mais encore la seule voie permettant de préparer des échanges futurs moins sujets à contestation. Selon l'ancien Premier ministre, ces discussions concerneraient tous les candidats à la présidentielle de 2016, les partis politiques, les responsables religieux et une société civile non inféodée. Par la suite, Raymond Nsima a fait une offre politique. J'invite tous ceux et toutes celles qui souhaitent préparer de façon rigoureuse une offre politique sérieuse, non seulement pour les échéances là immédiates, mais pour les échéances plus avancées, pour être en mesure d'orienter la façon dont notre pays fonctionne, la trajectoire que notre pays va prendre. Je les invite à me rejoindre. Et je crois que le temps est venu de construire une nouvelle formation politique. Ce parti aura pour principales ambitions d'améliorer l'appareil judiciaire, de faire plus d'économies budgétaires, de rétablir certains équilibres macroéconomiques nécessaires à la croissance, de préserver les bases de la solidarité nationale et d'accroître l'intégration du Gabon dans la sous-région. Actualité ministérielle en rappel, la ministre du Travail et de la Formation professionnelle, Carmen Dao, poursuit donc sa tournée de prise de contact dans les administrations et directions placées sous sa tutelle. Ce vendredi, le membre du gouvernement est allé écouter les agents de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel dans le 5e arrondissement de Libreville. Reportage de Gaël Mapessi, Joël Tatou, rendu par Yves Arvel. Le ministre du Travail et de la Formation professionnelle, Carmen Dao, continue son périple à travers les administrations et les directions placées sous sa tutelle. Ce vendredi, elle est allée écouter les doléances du personnel de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. Il faudra dès lors mener une réflexion sur les méthodes de gouvernance
les modes de financement, les contenus pédagogiques et disposer d'une réelle appréciation du marché de l'emploi. Ce sont là quelques orientations qui, bien élaborées et structurées, permettraient à l'ANFPP d'atteindre pleinement ses objectifs et de s'arrimer à l'évolution du temps. Une occasion qui a permis aux responsables de l'agence de parler aux membres du gouvernement des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs tâches au quotidien. Madame la ministre, il y a ici dans cette maison des problèmes récurrents. Monsieur le directeur général, dans son propos, essaie d'égrener quelques aspects, mais nous, comme nous sommes les personnes, les hommes et les femmes, épris de justice et d'équité, parce que le syndicalisme c'est aussi ça, c'est de lutter contre les injustices. Nous pensons que lorsque nous serons reçus par votre autorité, à votre cabinet, nous aurons l'occasion de venir plus en détail sur les problèmes qui minent votre ministère aujourd'hui. Sans faire de promesses, Carmen Dao a instruit les différentes hiérarchies des entités sous sa tutelle de lui remettre sans délai un document bien élaboré sur l'état des lieux et des besoins. Pas en reste ce vendredi, le ministre délégué à la protection sociale et la solidarité nationale s'est donc rendu au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondji, au nord de Libreville, en compagnie justement des responsables régionaux de l'UNICEF. Une visite qui lui a permis de voir le travail abattu et l'état de besoin. Uriel Abaga et Hervé Obiang. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondji dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville, a reçu ce vendredi la visite de Jonathan Doutoum, ministre délégué à la protection sociale, et de Gilles Fagninou, directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le représentant de l'organisme onusien souhaite que la durée des enfants dans ce genre de structure soit réduite autant que faire se peut. Un enfant n'a pas sa place dans un centre d'accueil, mais le centre d'accueil doit être considéré comme une transition vers une vie normale pour l'enfant. Après une visite guidée dans l'ensemble des infrastructures, la responsable du centre a énoncé quelques besoins, obligeant le membre du gouvernement à appeler à la solidarité. L'institution fait face aussi à certaines difficultés liées au manque de véhicules de liaison, au manque de gardiens pour la sécurisation des bâtiments personnels et pensionnaires, la vétusté de la plomberie et du système électrique, absence de lignes téléphoniques, absence d'Internet, insuffisance du personnel et parfois avec des profils inadaptés. Il y a déjà de l'existant, mais il est bien entendu à préciser, il faut préciser que cet existant mérite qu'il y ait des améliorations, que ce soit au niveau du dortoir, au niveau des cuisines, au niveau même des classes préscolaires. Bien entendu, il y a des améliorations à apporter. Et nous avons jusque-là l'appui de l'UNICEF, l'organisme des Nations Unies pour la protection de l'enfance, mais cela ne suffit pas. Il va falloir qu'à un moment donné, que la solidarité nationale s'exprime. Entité publique sous la tutelle directe de la Direction générale des affaires sociales, le centre d'accueil d'Angondji s'occupe des enfants abandonnés, victimes de maltraitance ou de traite. Il a une capacité de 80 places et emploie une équipe de 50 fonctionnaires, souvent assistés de bénévoles. On parle du nouveau concept d'Afterwork qui débarque au Gabon avec une soirée organisée par Elsa Andem, esthéticienne. Afterwork est donc le nouveau mode d'échange et de rencontre qui séduit de plus en plus des Gabonais à la recherche d'un lieu de détente après une semaine laborieuse. Alexandre Nkogué nous en dit plus. Il est 19h, au 3e arrondissement de Libreville. Petit four, verre de champagne à la main, selfie et accolade. Ceci n'est pas une soirée comme les autres, il s'agit d'un afterwork. Un concept anglo-saxon qui arrive peu à peu au Gabon, à travers cette soirée organisée par Elsa Andem, une esthéticienne. Pour elle, l'afterwork s'est défini comme un lieu d'échange. Nous avons constaté que souvent les gens cherchaient des endroits où se retrouver pour passer un peu de temps, etc. Donc on a utilisé notre espace bar pour pouvoir se retrouver après le boulot, prendre un verre, détendre, se retrouver, discuter, faire de nouvelles rencontres, etc. Donc voilà. Depuis déjà 2 ans, parce que c'est la 2e année de Petit Nels Bar aujourd'hui, donc nous avons justement profité de cette occasion pour pouvoir fêter notre 2e anniversaire. Et donc ça fait 2 ans que nous faisons régulièrement les after-work, 1 à 2 fois par mois. Même son de cloche chez les invités qui trouvent la soirée réussie. Je trouve que c'est un très bon concept, ça permet des rencontres,
de nouvelles personnes, parfois. Mais le plus souvent, moi, je viens par affinité, en fait. Magnifique, et encore une fois, félicitations pour les 2 ans de Pretty Nails. C'est un travail de longue haleine et comme je disais aux propriétaires, il faut persévérer. L'ambiance, elle est très belle, on est entre nous, ça se passe très bien, c'est la folie. Et en même temps, tout se passe bien en tout cas, ça fait une bonne ambiance. Un vendredi, après le travail, tout se passe bien. L'afterwork, un concept né en Angleterre, puis exporté aux États-Unis, se répand progressivement dans le monde et arrive à Libreville. Beaucoup de soirées sont organisées ici et là et fait de plus en plus des amoureux. Quant à l'afterwork chez Elsa, il est organisé chaque dernier vendredi du mois et le nombre d'adhérents est sans cesse croissant. Cela confirme donc la citation « Après l'effort, le réconfort ». La page Afrique de cette grande édition s'ouvre avec le Cameroun. On parle d'une journée tendue vendredi dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Des milliers de manifestants y ont défilé dans plusieurs villes, y compris à Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest et foyer de la protestation anglophone contre le pouvoir de Yaoundé. Lardi Nguemamba pour les précisions. Les principales villes des 2 régions anglophones du Cameroun ont soudainement été prises d'un excès de colère ce vendredi. À Bamenda, Boya, Kumba et Okana, le scénario était quasiment le même. Des milliers de gens défilant dans les rues. Dans la foulée, on remarquait des hommes et des femmes de tout âge, dont certains brandissaient fièrement le drapeau bleu et blanc d'un État imaginaire symbole de leur affranchissement appelé Ambazonia. À New York, du haut de la tribune des Nations Unies, Paul Biya prenait la parole au cœur de cette journée agitée, sans mentionner aucunement la crise en région anglophone. Pendant ce temps, dans des grandes villes des régions francophones, à Douala et Yaoundé, notamment cette radicalisation de la crise a commencé à inquiéter. Le sujet est très débattu avec une forme d'unanimité sur la nécessité de l'ouverture urgente du dialogue entre les parties en conflit. Pour Luka Tassintang, un enseignant à la retraite impliqué dans les combats des anglophones, l'évolution de la société camerounaise est inévitable. Ils revendiquent leur indépendance. C'est ce que revendique la majorité, ce qu'on peut trancher avec un référendum. Où est le problème quand on bloque l'évolution? Une évolution est inévitable parce qu'il s'agit de 2 cultures différentes, ce que les Anglais appellent « cross culturally difficulty ». Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest épicentre du conflit, le gouvernement avait 24 heures plus tôt signé un arrêté interdisant des regroupements et des déplacements des populations dans toute la région. Les manifestants ont bravé cet interdit et brandi des slogans séparatistes comme jamais par le passé. On vous le disait en titre, le tribunal maritime international du droit de la mer a donc tranché ce samedi en faveur d'Accra. Les 2 voisins ouest-africains se disputaient une zone maritime riche en pétrole. Les juges ont donc estimé à l'unanimité que le Ghana n'a pas violé la souveraineté de la Côte d'Ivoire en menant des activités pétrolières dans la zone disputée. Lardi Nguemamba pour les détails. C'est la fin d'un litige maritime de 4 ans qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire sur fond d'enjeux pétroliers. Le tribunal maritime international du droit de la mer, garant de la bonne application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a conclu que le Ghana n'avait pas violé la souveraineté de la Côte d'Ivoire en exploitant le pétrole dans cette zone, située à la limite des frontières maritimes entre les 2 pays, où se trouve une réserve estimée environ à 2 milliards de barils de pétrole. De quoi susciter les convoitises. Le Ghana a commencé à l'explorer et à l'exploiter dès 2007, attribuant plusieurs blocs à des compagnies pétrolières. Ce n'est qu'en 2013 que la Côte d'Ivoire s'est mise à protester. Les négociations à l'amiable entre les 2 voisins pour fixer la frontière avaient totalement échoué. Le tribunal reconnaît que le Ghana a montré sa bonne volonté en mettant fin à l'exploitation de la zone dans l'attente du jugement d'aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une douche froide. Le Ghana produit 45 000 barils par jour. Elle vise de porter cette production à 200 000 barils par jour en 2020. Restons en Côte d'Ivoire, lors d'un exercice grandeur nature vendredi, des hommes des forces spéciales ivoiriennes ont donc sauté de leur bateau sur la plage de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour aller au contact de terroristes qui ont tiré sur les étudiants et pris des otages sur ce campus. Marina Boissa. Il s'agit d'un exercice grandeur nature des forces spéciales ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a connu une attaque djihadiste le 13 mars 2016
dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, près d'Abidjan, lorsque les assaillants avaient ouvert le feu, faisant 19 victimes. Actuellement en alerte jaune depuis l'attentat de Ouagadougou, son voisin, la Côte d'Ivoire, affûte désormais ses armes. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits. Lors de cet exercice devant la haute hiérarchie militaire et policière ivoirienne et française, les soldats jouent pleinement leur rôle. Moi, je ne porte pas de jugement sur les armées de nos alliés. Mais en tout cas, moi, je suis très fier de travailler avec Jarnoubia et les forces spéciales ivoiriennes. On apprend des deux côtés. C'est un vrai échange. Victime d'attaques terroristes depuis plusieurs années, la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, rassemblés autour du G5 Sahel, disent stop au terrorisme. La Côte d'Ivoire, par la voix de son président lors du dernier sommet des Nations Unies, a dit vouloir faire de la lutte contre le terrorisme une des priorités de la communauté internationale. Cap sur l'Afrique du Sud, le prix Nobel Desmond Tutu a inauguré vendredi le nouveau musée Zeit Mouka au Cap, le programme musée africain dédié à l'art contemporain du continent. Marina Boissa. Enfin, il est ouvert au public. Le musée d'art contemporain africain, dit le plus grand d'Afrique, a ouvert ses portes ce vendredi 22 septembre en Afrique du Sud. Une inauguration faite par Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, qui n'a pas boudé son plaisir. Merci beaucoup à vous tous qui avez rendu possible cette fantastique création. Étendu sur 6000 m² d'un ancien silo à grains reconverti, le musée d'art contemporain africain, le MOCA, offre aux visiteurs de la mégapole sud-africaine des centaines d'œuvres, la majorité issues de la collection privée de l'allemand Jochen Zest. Ça montre juste que même pour moi en tant que jeune, je peux aller quelque part. Mon art peut être respecté dans tout ce que je veux faire. Ça me rend très fier d'être africain parce que ce que ce musée raconte, je le sais. C'est ce avec quoi j'ai grandi, je me sens très bien. Fondée sur une vision essentiellement africaine, une collection centrée sur l'art contemporain africain, le musée Zest a pour mission de faire revenir et de mettre en sécurité les objets artistiques d'importance produits sur le continent et qui resteraient bien sur le continent. En Sierra Leone, l'agence anticorruption du pays a mis en examen la présidente de la Fédération de football et son secrétaire général pour abus de pouvoir et corruption après plus d'un an d'enquête. Retrouvons à nouveau Marina Boissa. Adema Koulé, chef de la commission anticorruption, affirme avoir suffisamment de preuves sur une affaire de détournement de fonds présumés. L'agence anticorruption a mis en examen jeudi la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football et son secrétaire général pour abus de pouvoir et corruption. C'est mauvais parce que ça va entraver le progrès du sport. Et comme vous pouvez le voir, ce sport est fait pour ces jeunes garçons et ils en sont privés en ce moment. Alors j'espère que peu importe ce qui en ressort, l'enquête permettra d'améliorer ce sport pour ces garçons. Depuis plus d'un an, la fédération a commencé par sa présidente, Isha Johansen, et son secrétaire général, Chris Kamara, est dans le viseur des autorités en raison de soupçons de corruption, de matchs truqués et de direction défaillante. Johansen et Kamara doivent se présenter devant la Cour le 30 octobre prochain. L'actualité dans le monde n'est pas en reste dans ce journal. Tout d'abord, comme annoncé en titre, en France, plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi après-midi à Paris à l'appel de Jean-Luc Mélenchon pour dire non au coup d'État social d'Emmanuel Macron que constitue notamment, selon la France insoumise, la réforme du Code du travail. Larding Mamba pour le récit. Sous le soleil, en scandant résistance, des milliers de personnes ont défilé samedi à Paris, suite à l'appel lancé par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour dire non au coup d'État social d'Emmanuel Macron qui vise notamment la réforme du Code du travail. Vous êtes comme nous, les indignés qui n'acceptent pas qu'on leur parle sur ce ton.
On a depuis appris que la démocratie, ça ne serait pas la rue. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France. Sarkozy avait annoncé qu'ils allaient détruire le code du travail. Bon, ça a continué avec Hollande, mais là on voit bien qu'on est au maximum et que ça va continuer. Il commence par le code du travail. Ça veut dire que maintenant, les patrons auront tout pouvoir sur les salariés. On voit ce qui se passe en Allemagne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chômeurs, mais il y a plein de pauvres. En couple, il est au SMIC, même pas au SMIC, et moi, mon RSA a été... Je peux même pas toucher mon RSA, donc... Moi, mon contrat aidé risque de ne pas être renouvelé. Donc voilà, quoi, on est relativement dans la merde, et tout le peuple, de toute façon, est dans la merde. Donc à un moment donné, il faut savoir dire les choses et descendre un peu dans la rue, quoi. Dans le carré des têtes, derrière une banderole non au coup d'état social, figurait notamment aux côtés du leader de la France insoumise, l'ancien candidat PS à la présidentielle, Benoît Hamon, ou encore plusieurs responsables et députés du LFI, comme Clémentine Autain. Les militants CGT sont venus également en nombre. En Allemagne, une seule interrogation à présent. Que pensent les Allemands des élections à 24 heures du scrutin? Élément de réponse avec Jamila Bengman. Angela Merkel, favorite des élections, et son rival socio-démocrate Martin Schulz ont tenté ce vendredi de mobiliser leurs troupes et rallier les indécis en cette fin de campagne que la montée de la droite nationaliste contribue à attendre. Ça fait vraiment long, mais je trouve que les alternatives comme Martin Schulz ne sont pas mieux. C'est vrai qu'elle a quand même réussi à faire des choses en Allemagne, même si ça n'a pas non plus beaucoup changé. J'espère que ça va s'améliorer. Pour son dernier meeting à Munich, dans le sud, la chancelière allemande de 63 ans, bien partie pour remporter un 4e mandat aux élections législatives de ce dimanche, s'est fait copieusement siffler et huer tout au long de son discours habituel de campagne qu'elle a poursuivi presque imperturbablement jusqu'au bout. Je trouve que tous les contenus sont les mêmes, que ce soit le SPD, la CDU, même les Verts. C'est quasiment tous les mêmes. Angela Merkel, ce sera bien qu'elle passe encore une fois, car je trouve qu'elle représente très bien l'Allemagne. Angela Merkel, depuis 12 ans au pouvoir, est la cible privilégiée ces dernières semaines de petits groupes proches de la droite populiste qui la conspuent à chacun de ses rassemblements de campagne. Plus combatif que jamais, même si tous les sondages prédisent une claque électorale ce dimanche à son parti, Martin Schulz a lui dénoncé la froideur sociale d'une chancelière sans vision pour l'avenir devant plusieurs milliers de personnes réunies au centre de Berlin. On parle de fusillade à Rio. L'armée brésilienne a été appelée vendredi à un renfort pour sécuriser la Rosfina, la plus grande favela de Rio, théâtre de scènes de guerre au cours d'affrontements armés entre la police et des trafiquants terrorisant la population. Retrouvons à nouveau Jamila Bengman. Ce vendredi matin à Rio de Janeiro au Brésil, un échange de tirs nourris entre la police et des trafiquants terrorisant la population a résonné dans la Rosfina, un quartier central où vivent 75 000 personnes à proximité de la très chic plage de Leblon après l'incursion d'une bande rivale dimanche dernier. J'habite ici depuis que je suis née, ça fait 23 ans et je n'ai jamais vu ça. J'ai vu d'autres conflits, d'autres opérations, d'autres guerres de factions, mais l'armée qui rentre dans la favela, ça c'est la première fois. Guerre entre gangs de trafiquants de drogue, enfants tués par des balles perdues pendant des raids de police dans des favelas, recrudescence de vols à main armée, le sentiment d'insécurité est omniprésent, d'où des dizaines de policiers lourdement armés présents sur le site. Depuis la semaine dernière, on a tous assez peur. On rentre, on monte vite ou alors on attend de remonter avec des amis. Personne ne reste dans les rues. C'est un peu la terreur là-dedans. Un an après le feu d'artifice et le faste des Jeux Olympiques, Rio de Janeiro vit au rythme des fusillades et des patrouilles de l'armée déployées pour faire face à une poussée de la violence. L'État est au bord de la faillite et les retards dans le paiement des salaires des fonctionnaires y atteignent parfois plusieurs mois.
L'Arabie Saoudite a autorisé pour la première fois les femmes à se rendre dans un stade à l'occasion des célébrations pour la fête nationale. Les femmes ont pu donc accéder samedi avec leur famille au stade Roi Fahd de Riyad afin d'assister à un spectacle musical et poétique pour la 87e fête nationale de ce royaume ultra-conservateur, Lardim Gemamba. Ce week-end, les femmes pourront accéder avec leur famille au stade Roi Fahd de Riyad afin d'assister à un spectacle musical et poétique pour la 87e fête nationale de ce royaume ultra-conservateur. Les autorités de Riyad ont pour la première fois autorisé les femmes à se rendre au stade. Nous espérons ne plus avoir de restrictions à l'avenir. La femme doit avoir le droit d'entrer partout dans un stade, au conseil de la Choura et partout où elle veut, à l'instar des hommes. J'attends depuis des années que les femmes obtiennent leurs droits. Ça fait 15 ans que je viens sur le stade. Je suis très content de voir que les femmes ont désormais le droit de participer à cette occasion. Le peuple démontre qu'il se comporte de façon normale, comme tous les autres peuples. Les femmes participent à des célébrations aux côtés des hommes sans obstacle ni problème. Les familles, maris, femmes et éventuellement enfants pourront regarder le spectacle ensemble dans une section spéciale du stade. Les hommes venant seuls seront eux aussi dans une autre section. En juillet déjà, des militants des droits de l'homme se sont félicités d'une décision du ministère de l'Éducation nationale permettant aux jeunes filles de faire du sport dans les établissements publics. Le royaume saoudien semble assoupir certaines de ces restrictions dans le cadre de son plan version 2030 de réforme économique et sociale. Donc, de clore cette grande édition d'information, 2 titres étaient les principales articulations de ce journal. En Côte d'Ivoire, le Ghana obtient gain de cause face à la Côte d'Ivoire. Les 2 voisins ouest-africains se disputaient une zone maritime riche en pétrole. En France, sortie spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon pour dire non, selon lui, au coup d'État social d'Emmanuel Macron. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.